visiter à notre librairie indépendante, prendre le livre de Gaston Poleffa, et effectivement, quand j'ai lu ce récit, je me suis dit, oui, vraiment, j'avais vraiment envie de faire un petit déjeuner littéraire, d'avoir cette rencontre, parce que c'est un récit initiatique et que ça se lit doucement, et que c'est quelque chose, comme tout récit initiatique, je crois, qui se dépose, et donc, et qui correspondait à des choses, je crois, pour tout le monde aussi, qui correspondront à des choses véritablement intérieures. Donc Gaston Poleffa n'est pas un inconnu au niveau du Festival international de géographie, puisqu'il préside le prix Amerigo Vespucci. Il a de nombreux romans derrière lui. Je ne voudrais citer que Ma, qui est quelque chose qui est très intéressant, très intéressant à lire. Et puis un roman qui vous a fait connaître et qui s'appelait Rendez-vous avec l'heure qui blesse. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce premier maire africain dans une commune bretonne avec toute cette histoire qui va jusqu'à la guerre, jusqu'au camp de Buchenwald, et voilà. Donc, qui est quand même aussi très intéressant à lire. Voilà. D'autres romans que je ne citerai pas, mais vous pourrez les retrouver dans votre librairie préférée. Voilà. Donc, un tout petit résumé de ce récit initiatique. Ce récit est né d'une rencontre extraordinaire entre un écrivain et une féticheuse pygmée. C'est au cœur de la forêt tropicale que va naître un dialogue où le corps et l'esprit quittent leurs domaines séparés pour se fondre ensemble. L'auteur entame alors un parcours intérieur, jalonné d'interrogations, d'incertitudes, d'expériences, souvent très intimes, qui le poussent à des questionnements profonds et passionnants. Alors, en exergue, j'étais content de lire l'exergue, de retrouver Hubert Reeves, qui dit « L'homme est fou, il adore un Dieu invisible et détruit une nature visible, inconscient que la nature qu'il détruit est le Dieu qu'il vénère. » Donc je crois que déjà tout est dit, et on rentre tout de suite dans l'esprit de ce livre. Alors, ce récit initiatique, cette rencontre entre deux personnes, vous, qui êtes professeur de philosophie, qui avez quand même un parcours de philosophie, vous vous rendez au Cameroun en fin de compte, sur injonction de votre père, quelque part, sur injonction de votre père, pour rencontrer une pygmée. Alors pourquoi vous acceptez déjà de faire la démarche? Puisque votre père vous a transmis aussi un certain nombre d'éléments culturels. Bonjour. Les choses sont, quand ça concerne l'Afrique, très compliquées. D'une part, l'aîné dans une famille africaine n'est pas celui ou celle qui, le premier, a vu le jour. Mon père a eu 33 enfants. Je ne suis pas le premier enfant de ces 33, mais à la naissance, il y a eu 2 femmes, et chaque femme avait 16 enfants, et il a reconnu un enfant. Ma mère a 16 enfants, l'autre femme a 16 enfants, et puis dans sa prime jeunesse, il avait fait un enfant qu'il a reconnu, Yves. Et lorsque l'enfant naît dans une famille africaine, les anciens écoutent les signes de la nature, les événements qui se produisent, un incendie, une tempête, des fêtes qui se déroulent dans le village, etc. Et chacun de ces événements dit quelque chose de la naissance de l'enfant. Il se trouve que, pour mon plus grand malheur, à ma naissance, quelques signes ont retenu l'attention des anciens en leur disant « c'est celui-là qui sera l'aîné de la famille ». Et l'aîné est celui qui va porter la destinée de toute la communauté. Tout le monde l'appelle papa, y compris ses parents. Donc, je suis né, on me consacre comme tel, et malheureusement, très tôt, on me confie à des religieuses du Saint-Esprit, les femmes de Saverne, la maison Saint-Florent, qui vont m'élever, puisque l'aîné doit être donné à des amis, à Dieu en général. Elles m'élèvent.
Et lorsque j'ai 14 ans, elle décide de m'envoyer à Strasbourg pour suivre mes études, puisqu'elle voulait faire de moi un prêtre. Donc je quitte tôt ma terre et je n'ai pas bénéficié de toutes les initiations nécessaires qui me consacrent comme l'aîné de la famille. Donc j'ai quitté les parents. Je retrouve mon père 30 ans plus tard, lorsqu'il est malade. On vient de lui déceler un cancer de la moelle épinière. On l'appelle le myélome. C'est un cancer bizarre, très étrange, très douloureux. Et donc, je lui dis de venir, puisque Strasbourg est reconnu comme un grand centre de traitement pour ce genre de choses. Le professeur Amé, qui est de Strasbourg, me dit, écoutez, devant mon père, il murmure, il me dit, vous avez lui dit qu'il va falloir qu'il retourne chez lui, mettre de l'ordre dans ses affaires, parce que le cancer est très avancé, il va mourir. Nous sommes à l'entrée de l'hiver, on est au mois de novembre. Il dit, le moindre rhume, moindre grippe va l'entraîner. Il n'y a plus grand-chose à faire. Je ne dis rien. Nous rentrons dans la voiture, nous roulons vers Sarrebourg, et mon père se tourne vers moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu veux vraiment savoir qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, puisque tu veux le savoir, qu'il va falloir que tu retournes au Cameroun, que tu mettes de l'ordre dans tes affaires, parce que ta maladie est très avancée, on ne sait pas. Elle n'a pas dit on ne sait pas. Elle t'a dit que j'allais mourir. Je dis en quelque sorte oui. Et je continue à conduire, silence, il reprend la parole. Il me dit, tu es aussi aveugle que les frères, tu es sourd, et c'est moi le responsable, parce que je ne t'ai pas appris à voir et à entendre. Il faudra que tu retournes en Afrique, au Cameroun. Tu iras voir les pygmées. Tu iras voir les pygmées, et ils vont t'ouvrir les yeux, de même qu'ils t'ouvriront les oreilles. Ça s'arrête, on continue le chemin, on arrive à Sarrebourg. Quelques jours plus tard, je lui demande, alors tes pygmées, ils sont où? Qui? Quand on dit pygmées, c'est vague, est-ce que tu as des choses précises? Tu iras voir les pygmées. Ils t'ouvriront les yeux, de même qu'ils t'ouvriront les oreilles. Et il ajoute, tu sais, cette femme qui t'avait parlé l'autre jour, elle a fait des études pour être médecin. Moi, je n'ai pas fait d'études. J'habite mon corps, j'écoute mon corps, mais je peux te dire que mon heure n'est pas arrivée. Je lui dis tout de même, c'est un cancer, tu le sais très bien, c'est très avancé, et on va bientôt te mettre aux soins palliatifs, donc il va quand même falloir que tu crois ce qu'on te dit. Mon heure n'est pas arrivée, il faudra que tu retournes en Afrique. Et donc l'hiver passe, rien ne se passe. L'été qui commence, j'appelle un oncle en Afrique, je lui dis, j'arrive, tu iras me faire voir les pygmées, parce que mon père m'a dit de venir. Il dit d'accord. L'été, mois d'août, je prends l'avion, j'arrive à Yaoundé, j'ai dit à Dieudonné, tu m'emmènes chez les pygmées. D'accord. On prend taxi brousse, toutes les péripéties, les pays pygmées, et oubliés dans les bois, dans la nature, il n'y a pas de route, etc. Je peux vous dire que les taxis brousse, également, vous laissez taxi brousse, vous prenez une moto, vous tombez toutes les 2 minutes pour arriver dans ce pays pygmée. J'y arrive. On avait pris beaucoup de victuailles pour aller voir les pygmées, on dit du savon, etc. Les gens vous aident à porter, vous souffrez pour y arriver, donc j'arrive. Je vois cette vieille dame, petite, dans un campement pygmée, qui refuse déjà ce qu'on lui a apporté. Je dis, c'est pour vous, il dit, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, oui, c'était pour vous. Je dis, mais tout ce que vous avez apporté là ne m'intéresse pas. Il dit, c'est vous qui m'intéressez. Qu'est-ce qui vous intéresse en moi? Il dit, vous allez rentrer dans cette case et vous allez attendre.
J'attends quelques heures, j'ai l'impression d'attendre des jours. Il fait chaud, des mouches, ça pique, tous les insectes, ça ne va pas. Et j'attends, je ne sais pas ce que j'attends. Et je regarde de temps en temps dehors, on fait à manger, il y a plein de monde dans la cour, des gens malades qui viennent la voir. Et à un moment, elle m'appelle, elle me dit, bien, maintenant tu peux venir. Je ne comprends pas la langue, on me traduit. J'ai quelques bribes parce que j'ai fait mes études chez les jésuites. L'avantage chez les jésuites, c'est qu'on vous demande toujours d'apprendre les langues du monde parce que vous devez être prêt à partir. C'est une compagnie, c'est des militaires, vous devez être prêt à partir. Si on dit en Chine, eh bien, soyez prêts à aller apprendre le chinois, donc si vous n'aviez pas de bribes de chinois, vous êtes perdu. J'avais quelques mots comme ça que j'avais eu dans des dictionnaires de langue pygmée. Quand il traduit, j'ai dit oui, c'est pas exactement ça qu'elle voulait dire. Je crois qu'elle voulait dire ça. Ah oui, c'est ça qu'elle voulait dire. Ah, d'accord, merci. Et donc elle m'appelle, elle me dit maintenant vous allez manger avec les mains. J'avais vu faire à manger, il y avait les mouches partout, rien n'était lavé, rien, absolument rien. Je suis un hypochondriaque, vous ne pouvez pas imaginer. Elle me regarde et sourit, et dit tu vas manger. Je dis d'accord. Je mange, je ne suis pas malade. Pendant que je mange, elle me dit tu sais pourquoi tu es venu, tu as bien fait de venir. Parce que celui-ci est coupé de celui-là. Tu es comme une âme qui est désertée par le souffle. Tu vis avec ta tête, tu as oublié qu'on doit être relié au corps. Je dis, c'est ça, vous êtes comme un instrument désaccordé. Tu as perdu la note juste. Il va falloir retrouver la note juste. Je dis, mais comment cela est-il possible? Il dit, ça prendra un certain temps. Un certain temps. Et donc, je vais rester chez cette dame. C'était venu pour une journée. Je reste. Tout mon séjour se passe là. Je vais revenir pendant des années, pour aller vite, 10 ans. Je retourne tous les étés quand je peux, et parfois les vacances d'hiver, Noël, je vais voir Tala. Et Tala essaie de réaccorder l'instrument qui est désaccordé. Et pendant ce temps, mon père ne meurt pas. Il est toujours à Sarrebourg, et il va voir le docteur Amé, professeur Amé au CHU de Strasbourg, qui elle-même ne comprend plus rien. Jusqu'à ce que, un jour, mon père m'appelle et me dit « Eh bien, est-ce que tu as assez avancé? Je trouve que les choses vont mieux chez toi. Tu commences à voir. Tu as les paupières, je traduis, les paupières de tes oreilles commencent à s'ouvrir. Donc, je voulais te dire un certain nombre de choses. Je n'ai pas pu te transmettre tout ce qu'un père doit transmettre à son enfant, mais je pense que Madame Pygmée, alors que je ne lui racontais rien, que tu es allé voir, a fait le travail que j'aurais dû faire. Alors, moi, je vais repartir maintenant. Les miens m'appellent. Je traduis, comme il dit. Les miens sont en train de m'appeler, je suis prêt. Je vais donc partir. Et quelques temps plus tard, j'ai l'impression qu'il est en train de se défaire, ça ne va plus. J'avais un restaurant humanitaire à Sarrebourg, il était à l'entrée du restaurant. Il me dit, je ne peux plus être là. J'ai dit, oui, pour que mon père ne soit plus à l'entrée du restaurant, c'est qu'il y a vraiment un problème. Il ne peut plus sortir, il reste chez lui. Je le revois, il enseignait à Lunéville, au bout de Montvelle. Je le vois la veille, le soir, et me dit, il y aura un cortège d'oiseaux qui viendra à ta rencontre. Une grande musique va m'accompagner pour mon dernier voyage. Ça se passera bientôt. Sois très attentif maintenant que tu apprends à écouter et à entendre. Je dis écoute, bonne nuit, papa, et à bientôt, à demain. Je repars. Il devait être 22h. 6h du matin, je vais toujours me promener au parcours de santé avant d'aller à l'école. C'est une vieille habitude de jésuite. On doit d'abord marcher avant de solliciter l'intellect. C'est le corps d'abord. Donc je marche toujours 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes parfois. Et, chose étrange,
Je n'ai jamais eu autant d'oiseaux au-dessus de moi. C'est mystérieux. Je n'ai jamais eu autant d'oiseaux au-dessus. Ouais, c'est bizarre. Je rentre dans ma voiture, je regarde le téléphone, parce que quand je marche, je laisse le téléphone dans la voiture, je regarde le téléphone. Appel en absence, maman. Je rappelle, ton père vient de partir. C'est quand même super. Oui, je retourne à la maison, j'ai dit au lycée, que Dieu va, j'appellerai vers 8 heures pour dire que je ne peux plus y aller. Et donc, chose que je fais et que m'avait apprise Tala, c'est qu'il dit, lorsque l'enfant naît, il faut tout faire pour que ses yeux s'ouvrent. Parce qu'il a tendance à les garder fermés. Mais lorsqu'un homme meurt, une femme meurt, ce qu'il faut faire urgemment, c'est lui fermer les yeux. Je pense à ça, il a les yeux ouverts, première chose que je fais, c'est lui fermer les yeux. Je me dis, tiens, quelque chose s'est remis en place, Tala est là au milieu de moi, et Tala qui venait de mourir, mon père meurt, c'est moi qui suis maintenant responsable de quelque chose, je suis dépositaire d'un trésor. Et c'est là que je commence à écrire, d'abord, le Dieu perdu dans l'herbe. Ce livre n'est que l'écho du précédent, parce que c'était l'expression de Tala. Tala me disait, les hommes sont toujours en train d'aller chercher le bonheur ailleurs, soit en regardant les autres, soit en imaginant que le bonheur va venir un jour. Le bonheur est comme ce Dieu que vous cherchez, qui est en tout et partout. Il est perdu dans l'herbe et vous êtes en train de le chercher dans les cieux. Il suffit simplement de vous pencher, de baisser la tête et il est là. La moindre feuille qui bouge vous parle de Dieu. Et c'est pour ça que pendant l'initiation, il y a de nombreux allers-retours dans la forêt, parce que la forêt est un véritable personnage. Et il y a aussi des rapports très spécifiques, il y a aussi des rapports très spécifiques avec les animaux, en particulier Tala a une chèvre. À un moment, on parle de l'aigle qui va être votre double. Il y a toujours des êtres proches de la nature qu'on doit toujours avoir proche de son esprit aussi. Bien sûr, pas seulement proche de son esprit, mais avec soi et en soi. Ce qui permet de se décaler aussi en même temps. Bien sûr, parce que on est en train de nous faire grand discours sur l'écologie. J'aime beaucoup ces discours, mais ça ne sont que des discours. Bien sûr. Ça ne sont que des discours parce que lorsqu'on me dit que l'avion pollue, mais on va nous dire maintenant l'avion bashing, c'est des expressions à la mode maintenant, avion bashing, moi je veux bien, mais il y a d'autres choses qu'on fait qui sont pires que l'avion. Hein? Et Tala me disait, oui, vous êtes toujours en train de dire ceci pollue, cela pollue, et vous oubliez que même les vêtements que vous portez polluent encore plus que tout. Ils disent, les vêtements que tu portes là, est-ce que tu sais d'où ça vient? Je dis, tu vas me le dire, toi Tala qui est dans la brousse, tu vas me dire d'où viennent les vêtements. Et elle avait raison, quand j'y réfléchis, cette femme avait absolument raison. Lorsqu'elle me parlait et que je lui disais, mais Tala, c'est quand même incroyable. Moi, j'ai fait des études de philosophie, j'enseigne la philosophie. Ce que tu es en train de me dire, c'est Aristote qui l'a dit déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ. Elle souriait. Elle me dit, ton Aristote, il dit ce que lui a essayé de comprendre dans la nature. Et je te demande de ne pas me répéter du Aristote. Et j'espère qu'il ne le répète pas devant tes élèves. Je propose aussi une grande distance par rapport aux mots, par rapport Absolument. par rapport au langage. C'est-à-dire, allons dans le silence, allons presque dans la méditation. C'est là où on retrouve ce même type de pensée avec l'Asie, avec l'Asie, l'Afrique. Là, même à la fin du livre, il y a même un proverbe taoïste. Tout à fait. Et c'est en ça que moi, dans ce livre, je me suis aussi pas mal retrouvé, dans le sens où je trouve qu'il fait aussi il y a aussi une forme de synthèse aussi, quelque part un petit peu de toutes ces pensées qui sont présentes, mais qu'on a oubliées ou qu'on a volontairement cachées. On s'est juste oublié. Voilà, je pense que chacun de nous n'a cessé de s'oublier. Voilà.
Et alors, Et on s'est oublié aussi parce que le fait de s'oublier et de rentrer dans un système rapide d'urgence lié à un système économique, je parlais d'ultralibéralisme aussi, permet aussi de ne plus être un humain, mais de n'être qu'un consommateur ou qu'un produit. L'oubli permet ça. Bien sûr, bien sûr. Il y a aussi dans l'oubli une intention politique. Ah, complètement. Et j'ai aussi compris une chose, c'est que ce qu'on appelle l'animisme, puisque cette philosophie, je l'appelle la philosophie animiste, l'animisme, c'est peut-être ce que tout humain a oublié. Qu'est-ce que c'est? C'est retrouver l'essentiel, retrouver la simplicité. Au sens fort de ce mot, on n'est plus qu'un pli, alors que le monde fait de nous plusieurs plis. Nous sommes des gens contradictoires. Dépasser les contradictions, revenir aux choses les plus simples. C'est ça l'animisme. Tout à l'heure, Françoise, à qui j'ai dédicacé un livre, je ne sais pas où il est passé, Françoise me disait « Ah, en lisant ce livre, j'ai retrouvé Thérèse de l'Enfant Jésus. » Oui. Et je lui dis « Je suis en train d'écrire un livre sur Thérèse, un dialogue entre Thérèse et Esther, pour faire rencontrer des deux grands monothéismes, le christianisme par Thérèse et le judaïsme par Esther. C'est aussi ça qu'a m'a appris Tala. C'est-à-dire l'humanité, quoi que l'on fasse, quoi que l'on soit, l'humanité est une toute petite chose. Et cette petite chose est une. Et elle vient d'un même endroit, mais la vie est telle que nous nous sommes tellement dressés, on dit que l'homme s'est mis debout, mais il s'est mis debout en tout oubliant la terre, en oubliant le sol. Et tout est là, dans la petite poussière qui bouge. J'étais en Asie, j'ai trouvé un mouvement qu'avait Tala lorsqu'elle se déplace. J'étais en Inde et Tala me refait exactement la même chose. Lorsque Tala se déplace, elle a un chasse-mouche, elle nettoie symboliquement l'endroit où ses pieds vont se poser. Et quand je lui demande pourquoi elle fait cela, elle me dit « Tu es toujours en train de dire que tu préserves la vie. Est-ce que tu sais que le plus petit insecte sur lequel tu mets ton pied est aussi dépositaire de la même vie que toi ?» J'ai dit « Oui, je comprends. J'ai oublié que nous n'avons pas le monopole de la vie, que la vie est dans toute chose, en tout être. Dans la plus petite chose, même la chose la plus invisible, il y a cette vie dont nous croyons avoir le monopole. Apprendre à respecter la vie, en toute chose et en tout être. C'est aussi cela que j'apprends. C'est pour ça que je dis que le discours écologie n'est qu'un discours. Ce que je préfère, quant à moi, c'est les actes écologiques. Alors justement alors elle parle quand on parle de la vie, je voudrais revenir sur le souffle, sur l'idée du souffle qu'on retrouve aussi en Asie, qu'on retrouve aussi, par exemple, dans les pratiques de yoga et tout ça, où le souffle est hyper important. Et là, Tala en parle aussi, en disant, les yeux, tu as des écailles sur les yeux, pour appréhender le monde, tu as quoi? Tu as 7 trous. Cette voie de connaissance. Voilà. Mais tu n'as qu'une bouche. Il n'y a qu'une bouche, et avec le monde qui rentre et qui sort à travers le souffle. Et cette voie-là, tu ne peux pas la fermer. Tu ne peux pas la fermer, veille à l'équilibre. Voilà, veille à l'équilibre, sinon tu vas faire tu meurs, mais en même temps, c'est cette voie-là qui va aussi t'ancrer dans le sol, parce qu'elle te rappellera effectivement toute l'énergie qui passe à travers. Qui circule. Le souffle. Et donc on retrouve ça beaucoup dans les pensées asiatiques. Curieusement, vous savez que le Japon est le premier pays animiste au monde. Mais personne ne le dit. C'est le premier pays animiste au monde. Tout ce que Tala m'a appris, quand je lis les livres sur le Japon, je retrouve dans le Shinto l'enseignement de Tala. Lorsque je lis des textes chrétiens, des premiers chrétiens, je retrouve ce que me dit Tala.
Lorsque en philosophie, je lis ce qu'on appelle les présocratiques, Oui, voilà, je vais en parler, effectivement. je retrouve exactement ce Mais que alors, me disait cette femme, alors qu'elle n'est jamais allée à l'école. Ouais. Alors moi, la question que je me pose, c'est souvent la question plus philosophique, c'est effectivement les présocratiques. On a un ensemble on a très peu de choses, parce que beaucoup de choses ont disparu parce que ce sont aussi les religions monothéistes qui les ont fait. Bien sûr, disparaître aussi, justement, quoi. Donc effectivement, il y aurait quelques bribes, et seulement ces dernières années, on commence à retourner vers ces pensées. Tout à fait, et on comprend alors que la parole est importante, parce que tout ce qui nous est parvenu de ces philosophies anciennes et de ces pensées ne se fait que par l'oralité. Donc c'est très important de pouvoir encore parler à l'autre, hein? Nous parler comme on est en train de se faire. Je pense que c'est la chose la plus importante. Je rentre dans un supermarché à Sarrebourg, Intermarché, je fais de la pub, un homme arrive en poussant son caddie. Je suis avec le boucher, nous sommes que deux. Il passe, monsieur et dame, et il s'en va. Je regarde Patrick, il me regarde, avec son humour. Il me dit, c'est qui fait la dame, qui fait le monsieur? Entre nous, monsieur s'en va, quand il revient, je regarde, je dis, dites-moi, lequel de nous deux est madame et lequel est monsieur? Oh, vous savez, on dit ça comme ça, on ne fait plus attention. J'ai dit, eh bien voilà, on y est. Comment vous pouvez dire bonjour sans regarder celui à qui vous le dites? Nous passons aujourd'hui les uns à côté des autres, c'est devenu machinal. On dit bonjour, ah je t'ai même pas vu, j'entends ça. Ah tu étais là, toi aussi, je t'avais pas vu. Oui, ou même on dit plus bonjour parce qu'on est tellement sur le portable qu'on passe. Oui, ça c'est encore pire, oui. Et Tala est cette femme qui m'a réappris à dire bonjour. Quand je rentre dans une salle de classe aujourd'hui, j'ai envie de regarder chacun de mes élèves dans les yeux avant de leur demander de s'asseoir. Alors justement, parce que c'est un plaisir de pouvoir leur souhaiter ce bonjour. Hein, jour bon. Voilà, le jour bon. Et dans tout ce qu'on appelle la bienveillance, parce que c'est ça que je veux de mes élèves, je veille sur leur bien. La bienveillance, c'est cela. Et quand je leur dis bonjour, c'est véritablement parce que je regarde chacun dans les yeux, je lui souhaite un bonjour. Et je retrouve la même chose lorsque je vais en Israël, parce que je vais souvent en Israël. Quand en Israël, à Jérusalem, on te dit shalom, le juif qui te dit shalom, il ne regarde pas ailleurs, on dit shalom. Non. Shalom, c'est la paix qu'il te souhaite, c'est celle qu'il porte en lui, c'est la même qu'il te souhaite. Shalom. Et on se regarde. C'est vrai que dans les façons de dire bonjour, on voit par exemple dans les pays arabes aussi la façon de dire bonjour avec le geste qui accompagne. Donc nous, on n'a plus ça. On a perdu beaucoup de choses. On a perdu beaucoup de choses, mais il y a quand même toute une gestuelle dans le bonjour qui est symbolique, qui est symptomatique. Voilà. Et donc, cette femme m'a transformé, y compris dans ce que je fais au quotidien, l'enseignement de philosophie, qui pour moi était devenu quelque chose de mécanique. Oui. J'avais tous les programmes dans la tête, j'avais mes cours dans la tête, j'étais le prof qui arrivait en cours, les mains dans les poches, tout était planifié, programmé, je savais ce que j'allais dire du début à la fin, j'avais des phrases par cœur, je savais les textes par cœur, et avec Tala, qui à chaque fois me mettait en difficulté sur ce que je croyais savoir. Sur la philo, alors je me dis, attendez, Tala, j'ai fait 9 ans de philosophie, d'études de philo, tu vas pas me la faire. Je dis, au bout de 10 ans, je pense que j'ai plus appris de Tala qu'à l'université à Strasbourg et à Paris où j'ai fait mes études. Et ça a transformé ma façon de transmettre, parce que c'est cela qui est important, la transmission. Pensez-y. Tout geste, toute parole que vous faites est déjà un héritage que vous donnez aux autres. Et c'est d'ailleurs un de vos élèves d'orthographique qui vous dit à la suite d'un retour de voyage au Cameroun, monsieur, vous êtes devenu bon. Oui. Ça, c'est assez extraordinaire. J'étais réputé le prof. Mes anciens élèves, je peux dire, ils ont souffert. Il y a quelque chose qui a changé en vous. J'étais le prof le plus exigeant qui puisse exister. J'ai une compagnie avec la langue française qui est de l'ordre du cœur.
Et je ne supportais pas une copie mal écrite. Je ne supportais pas une phrase mal dite. Je pensais que tout était d'abord dans la langue, dans la forme. Et je pense que Tala m'a déformé ou alors m'a remis dans l'ordre, puisqu'aujourd'hui, je suis dans l'excès inverse. La note, je donne une note en philosophie parce que le ministère me demande de donner une note. J'ai dit, la note n'est pas tout. Tout ce que j'ai à faire avec eux, c'est d'abord de les accompagner pour qu'ils puissent enfin entrer dans cette nuit dans laquelle chacun est plongé, mais qu'il ouvre les yeux dans sa propre nuit. Que le résultat n'est pas essentiel, parce que vous êtes enseignant en philosophie ou autre, ce n'est pas le résultat qui est essentiel. L'essentiel, c'est le chemin que vous permettez à chacun des élèves de faire. Que la performance n'est pas la chose la plus importante. Chacun doit aller à son rythme. Et je veille aujourd'hui, dans mes cours, à ce que chaque élève puisse aller, je dis bien, à son rythme. Le bac est une chose, mais je peux vous dire que si chacun prend son rythme, le bac devient une formalité. Absolument une formalité. Parce que les correcteurs disent à la fin, tiens, c'est pas mal ce que j'ai lu. Alors que chaque élève voulait être comme un autre. Oui, c'est ça. C'était l'émulation. On était dans la reproduction. Quoi. On est dans la reproduction du schéma du prof. Le prof veut l'excellence, et ceux qui ne sont pas dans l'excellence, abandonnés. Ils disaient, moi je ne peux pas. Ah, la philo, je ne peux pas. Ah non, non, c'est pas mon truc, monsieur. Aujourd'hui, je fais cours la porte ouverte. J'ai des élèves qui ne sont même pas encore en classe de philosophie, seconde première, qui sont devant la porte, en train d'écouter ce qu'on est en train de faire. Je me dis, sans le savoir, je suis en train de vivre comme Tala, qui n'avait pas de fenêtre, qui n'avait pas de porte chez elle, et qui, lorsqu'elle enseignait, attirait simplement les gens qui avaient entendu quelque chose et qui venaient là. Et qui m'a appris que lorsque tu parles des choses secrètes, si les gens qui n'ont pas encore l'âge d'entendre ces choses sont autour de toi, s'ils les comprennent, c'est qu'ils avaient l'âge. Ouais. Et donc ces enfants qui sont devant la porte, qui, à la fin, me disent « Ah monsieur, c'est génial, j'ai enfin compris pourquoi vous dites que l'arbre est ce qui fait le lien entre le ciel et la terre, parce que mes parents sont écologistes, mais ils ne m'ont pas dit ça. Ah oui, que les racines, en fait, il faut retourner l'homme est comme un arbre, mais dans l'autre sens. Les feuilles sont en bas, les vraies racines sont dans le ciel. » J'ai dit « Ah, vous avez retenu ça ?» Ah ben oui, j'ai dit à la maison l'autre jour, c'est super. Et mon père m'a dit « Ah, c'est l'arbre de la vie. » Parce que dans toute vie, les racines doivent être dans le ciel, parce qu'il faut veiller à ce qu'elles soient éternelles. Et les feuilles doivent être en bas pour permettre aux autres de cueillir les fruits qui sont à leur portée. Quand vous faites cela, je me dis, le hasard veut que je sois né en Afrique, le même hasard veut que je vienne en France, et que depuis la France, le sol africain, le sol humain se mette enfin à battre en moi. Et je me dis, rien que pour cela, je rends grâce. Alors il y a aussi tout le rapport au nom. Vous venez dans ce livre, le rapport à votre nom, qui est quand même assez extraordinaire. Et effectivement, si chacun travaillait un petit peu son rapport à son nom, on commencerait à faire... J'appelle ça le rapport à la tradition. Ouais. Vous savez, j'ai un nom, sans le savoir, Epha. Voilà. S'il y a parmi vous des gens qui connaissent un peu la tradition hébraïque, les pains du désert étaient mesurés en épha et en homère. C'est une unité de poids. Je le découvre tout à fait par hasard en allant chez Tala. Il me dit, est-ce que tu as fait attention à ton nom? Je me dis, épha, oui. On m'a dit beaucoup de choses sur épha. Et j'ai continué à creuser, et tout va se révéler lorsque j'atterris à Ben Gurion en Israël. Mi ata, ani épha. Ata epha, efo atagar, ani garbe tirfat. Il me regarde. Je parle un hébreu biblique. À Jérusalem, on ne parle pas un hébreu biblique. L'hébreu de Jérusalem a 70 ans, 80 ans. C'est-à-dire, c'est très récent. Il me dit, ce type est bizarre. D'où sort-il? Epha, tu habites où? Je suis en France.
tu ne viens pas d'Éthiopie par hasard? Non, 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 je suis vraiment, je suis français, je vis en France. Il ne comprend pas. Il me dit, on va te garder ici. Oui, oui, on va te garder à Jérusalem parce que tu vas être important pour la transmission de cette... pour véhiculer, tu vas être le véhicule de ce qu'on a de plus précieux. Tu parles encore une langue qu'on ne parle quasiment plus que lorsque tu vas faire des études, soit à l'université hébraïque, etc. On me dit, tu vas rester là. Et c'est vrai que j'ai essayé de demander un poste à l'Institut français de Jérusalem, c'est pas évident, parce que c'est d'abord des postes politiques. Mais voilà, c'est Allah qui m'amène à cela, et qui amène chacun parmi vous. Vous allez voir qu'un nom et un prénom portent la destinée de l'être. On ne donne pas un prénom par hasard. Même lorsque on le donne par tradition ou par habitude, vous allez voir que le nom, le prénom fige celui qui le porte et décrit quelque chose pour cette personne et la destine. On s'appelle Angélique, ce ne sera jamais pour rien. Il y a quelque chose dans le nom qui va vous destiner pour tout votre chemin. Dans les noms, il y a le nom Obama, on retrouve avec... Oui, le nom Obama, qu'est-ce que c'est cet Obama? Obama, c'est l'aigle. Et la caractéristique de l'aigle, m'a appris Tala, c'est que souvent c'est un animal à deux têtes. On dit en Afrique qu'il a deux têtes. Il a une tête du mal, une tête du bien, mais c'est aussi le seul rapace capable d'aller le plus haut dans le ciel et se rapprocher du soleil en regardant en face le soleil sans jamais se brûler les yeux. Et en cela, on dit que l'aigle est capable de faire le voyage incessant entre terre et ciel. Il monte, il descend, il fait le lien entre le ciel et la terre, c'est-à-dire qu'il réconcilie votre tête avec votre cœur. Et c'est le seul aussi, lorsqu'il va mourir, Très beau. il va se cacher. On trouve rarement les cadavres de l'aigle, il va se mettre dans une grotte. Lorsqu'il va mourir, il attend son heure. Voilà, c'est cette histoire aussi où il renaît, où il arrive aussi, est-ce qu'il se casse le bec? Il peut se casser le bec, il attend Oui, que ça repousse. que ça repousse. Oui, oui. Et il va rester des années dans son petit trou, il attend que les choses reviennent. Et lorsque ça revient, eh bien, l'aigle reprend sa vie. Mais beaucoup d'humilité, je pense aussi, cela, nous l'avons oublié. Lorsque on ne sent plus la force de faire, il faut avoir juste le courage de se dire, je vais me retirer et attendre que la force me revienne et que je reparte. Souvent, nous nous épuisons parce que les yeux nous regardent et que nous sommes dans la performance. On est dans un monde de la performance. Le résultat immédiat. Qu'est-ce que les gens vont dire? Je suis quand même un tel. Me retirer des affaires? Ah non, je continue. Et en fait, on finit par ternir même ce que l'on est en train de vouloir défendre. Donc, soyons comme ces aigles. Beaucoup d'humilité. Et en plus, le mot humilité, vous savez, l'humus, c'est la terre. Et je crois que c'est ce qu'il y a de plus précieux. L'humilité, c'est retrouver la chose la plus essentielle dont nous venons et à laquelle nous retournerons, c'est la terre. Et aujourd'hui, la terre est devenue quelque chose de salissant, comme lorsque je vais chez Tala et qu'il y avait beaucoup de poussière. Je me dis, qu'est-ce que je suis venu faire là? Moi qui suis toujours en chemise blanche, la chemise blanche était rouge. Et donc je pensais plus à mon état esthétique qu'à ma condition qui était infiniment plus sale, puisque mon âme était aveugle, mon âme était sourde, et que la chose la plus importante, c'était que je vois, que j'entende. Mais j'étais encore aux apparences. Alors oui, alors l'aigle comme double. Alors je voudrais revenir sur l'enfant comme double. Parce que l'enfant, avoir toujours en présence dans la vie qu'on a son double enfant qui est toujours là. C'est, je trouve, une pensée qui est très belle et qu'on retrouve aussi quelque part à un moment, peut-être pas enfant, mais on trouve ça chez Camus par exemple, quand il parle des adolescents, ou un moment où je pense que Camus dit qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves d'adolescent. Et cette histoire d'enfant qui est toujours à côté. Alors, Et le prochain livre, d'ailleurs, que je sors par anticipation en février, j'ai repris un titre, en fait, qui vient de cette rencontre avec Tala. L'enfant que tu as été marche à côté de toi. L'enfant que tu as été marche à côté de toi.
Et la psychanalyse n'a rien fait de plus, Freud et Lacan n'ont rien fait de plus que de nous aider à nous réconcilier avec cet enfant que nous avons tendance à oublier. On pense que devenir adulte est un statut, un privilège. Non, devenir adulte, c'est en fait avoir eu la chance de se réconcilier avec quelque chose de l'enfant. Et retrouver ce quelque chose de l'enfant, c'est aussi la faculté d'écoute. L'enfant, littéralement, ce mot, c'est celui qui ne peut pas encore parler ou qui n'a pas le droit de parler et qui est encore en train d'écouter, de s'émerveiller de tout ce qu'on lui dit, de tout ce qui se passe. Même le bruit de la pluie sur le toit émerveille un enfant. De voir la lune quand plus personne Voir la la voit. lune quand plus personne ne la voit. La musique, là, il y a une petite musique, pendant qu'on est en train de se parler, je l'écoutais là, pendant que Emmanuel me parle, je me dis, c'est agréable. C'est agréable. Et oui, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et pour revenir, je vais donner un exemple, puisque vous êtes tous là, une pratique avec ta au petit matin. Vous m'écoutez. Nous sommes au petit matin, et en Afrique, le petit matin, c'est 4 heures. Il est 4 heures du matin. Je viens de vous sortir du lit. Le sommeil est encore là. Vous ne savez pas où je vous mène. Faites-moi confiance. On va aller se promener dans la nature, mais je vais vous mettre un bandeau sur les yeux. Il va faire un peu froid. Ce que je vais vous demander, de vous mettre nu. Faites-moi confiance, mettez-vous nu. La nudité, tiens, on en reparlera. Mettez-vous nu et suivez-moi. Je sens que vous avez froid. D'accord. Ce que vous ressentez là, c'est un peu d'herbe qui est porteuse de la rosée du matin. C'est pas bien grave. Après, vous ne la sentirez plus. Mais avançons. Vous êtes pieds nus, c'est pas grave. Allez-y. On va s'immobiliser quelques instants. Soyez très attentifs à tous les gestes que je vous demanderai de faire. Le premier, donnez-moi votre main. On va descendre, c'est pas très très profond, mais il y a un trou devant vous. Donc attention, on va descendre dans le trou. Très bien. On est au fond. Vous allez vous coucher face contre terre. Ça sent mauvais, c'est pas grave. Ça pique, c'est pas grave. Faites-moi plaisir et faites-moi confiance. Ça dure un certain temps. Je sens que vous n'en pouvez plus, mais c'est comme ça. Vous m'avez fait confiance. Sachez que rien de mal ne va vous arriver. Maintenant, vous allez vous relever. Ça va? Oui. Alors, répondez simplement à la question que je vais vous poser. Est-ce que vous vous souvenez de l'état de ce visage qui était face contre terre avant qu'il ne plonge dans cette fosse? À quoi ressemblait-il, votre visage? À quoi il ressemblait avant que vous soyez face contre terre? C'est quelqu'un? Une réponse? Qui me la donne? Le visage. La peur, c'est le cœur. Votre visage. Je vous écoute. Les yeux fermés vers le sommeil. Il est 4 heures du matin. Et maintenant, je pense qu'il doit être 5h15. Je ne sais même pas, puisque je n'ai pas de montre. Mais on passe un certain temps. Bien. Je vous pose une deuxième question.
Ce sont mes mains qui frappent. Puisque tu as un bandeau sur les yeux, tu ne peux pas voir. Ce sont mes mains qui frappent. Le bruit que font deux mains, c'est celui-là. Est-ce que tu peux me dire le bruit que fait une seule main? Je ne peux pas répondre. Bien. Je sais. Vous êtes une bonne trentaine dans la salle. Et sur la trentaine, il y a un monsieur qui va entrer, mais il se trompe d'entrée. Et sur la trentaine, 5 dans cette salle se sont tus, non pas comme les autres qui se disent « je ne veux pas dire de bêtises », ils se sont tus parce qu'elles savent exactement ce qui se passe. Les autres vous disent « je ne veux pas dire de bêtises ». Non, non, je me tais, je ne veux pas dire de bêtises. Eh bien, Tala a procédé ainsi, elle me dit « tu aurais tendance, puisque je m'étais tu, à vouloir parler, à vouloir dire, à vouloir analyser. Ce n'est pas ça que je te demande. Je te demande d'apprendre à faire silence en toi. Je te demande d'écouter. Si tu t'écoutes, le sens des choses qu'on te demande se donne tout seul. Or, vous, qui venez de là-bas, de l'autre côté des océans, vous avez tendance à croire que tout vous est donné par l'analyse. Tu veux tout comprendre. Apprendre à suspendre le bruit de ta raison, car c'est ton pire ennemi. Du pays où vous venez, c'est la raison qui donne du sens à tout. Même ce qu'il n'y a pas à comprendre, vous voulez comprendre. C'est incroyable. Apprends à suspendre le bruit de la raison en toi. Alors tu laisseras la place au reste du corps, puisque le corps parle. Le corps entend, le corps dit des choses que parfois la raison elle-même ne peut pas comprendre. Et figurez-vous que quand je suis rentré de la forêt pygmée, je rencontre le recteur de l'académie de Nancy-Metz, l'ancien recteur, et c'était les années où Senghor était au programme de première. S'il y a des profs parmi vous, Léopold Sédar Senghor était en première, au programme de première. Et les profs de français avaient une difficulté insurmontable à comprendre les éthiopiques de Senghor. Et donc le recteur, on se parlait à une fête, et il me dit, c'est quand même difficile, la littérature africaine, parce que cette année, l'inspection générale de français a décidé de mettre Senghor au programme. Quel casse-tête pour les petits Français que nous sommes, on n'y comprend rien. J'ai dit, monsieur le recteur, le problème c'est ça, le problème français, c'est que le français veut tout comprendre. Il me dit, qu'est-ce que vous auriez fait? J'ai dit, si vous me laissez le faire, je le fais. J'ai eu une décharge de cours, j'ai fait toute l'académie de Nancy-Metz pour aller voir des profs de français. Il n'y avait pas de miracle. Je n'étais pas sorcier, mais j'ai fait ce que Tala m'avait appris à faire. Dire aux élèves, écoutez, écoutez. Je leur lisais à haute voix les Éthiopiques de Senghor, à haute voix. Et à la fin de la lecture, les élèves applaudissaient. La prof était à côté, ou le prof était à côté, et disait, c'est vrai qu'on a l'impression de comprendre comme ça. Il n'y avait rien de sorcier. Écoute, voir. C'est d'ailleurs ce que nous dit Saint Bernard de Clairvaux il y a 900 ans. Écoute, voir. Si tu as appris à écouter, c'est-à-dire à descendre au plus près des choses et des êtres, tout devient clair. Écoute, voir, c'est talent. Donc, ce que vous avez fait, j'espère que même si les 25 autres qui se sont tus par discipline, c'est peut-être l'amorce de quelque chose. Ce n'est pas une question d'âge. On peut avoir 70 ans, 80 ans et réapprendre à écouter.
peut-être avant de passer la parole au public, je voudrais juste terminer par, je crois que c'est dans ce livre, par une des dernières choses où il est dit, oui voilà, une citation du Tao, parce que enfin, la citation est la suivante, c'est nul n'est saint s'il laisse une trace. Et effectivement, ça fait un moment que je médite cette chose. Je disais, mais effectivement, est-ce que notre vie sur Terre, c'est pas d'abord laisser une trace? Moi qui suis peintre, j'arrête pas de laisser des traces. Alors effectivement, le Tao peut nous dire ça. C'est la démarche, c'est la voie qui compte, effectivement. Mais effectivement, cette phrase-là est quand même, elle est vraiment. Et Tala a fait la même chose. Tala a fait la même chose. Puisque au départ de Tala ne veut pas laisser de traces. Il dit, ce que je fais, c'est que ça compte. Pardon, Tala ne veut pas laisser de traces. Elle me dit, ce que je le fais pour que la vie en chacun se perpétue. Je ne veux pas laisser de traces. Je le fais pour que la vie en chacun se perpétue. Alors que vous et moi, à l'ordinaire, qu'est-ce qu'on cherche? La trace. Y compris dans nos enfants. J'ai des parents d'élèves qui viennent me voir, surtout les enfants. On met une telle charge sur les épaules des enfants qu'on veut faire plaisir aux parents parce que nous sommes la trace des parents. C'est un poids qui est irrémédiable, irréversible. Nul n'est saint s'il veut laisser la trace. Faites votre métier de femme, votre métier d'homme, c'est-à-dire vivre votre vie en profondeur. Et s'il y a quelque chose à prendre, vous n'aurez même pas besoin de dire à vos enfants, voici ce qu'il y a à faire. Ils voient, ils le feront. Le peintre qui peint, il n'a jamais peint pour dire je vais laisser la trace de votre peintre. Il peint parce qu'il a un univers, il a des expériences de vie. Et je vous rappelle que le mot expérience signifie des obstacles que je franchis dans ma vie. Et ces obstacles, qui peuvent être de bons obstacles comme de mauvais obstacles, il est simplement en train de les immortaliser dans son tableau. Il se donne, le tableau est un espace de vie. Et c'est à cette vie que le peintre nous invite à communier. On est dans la communion, on n'est pas dans la recherche des traces. Vous savez, quand je regarde ces tableaux, je n'ai même pas envie de savoir qui était derrière. C'est ce qui est là. Quand ça marche, c'est « waouh !» Je pose ma tête de côté. Je respire. Je réinvestis tout mon être. Et là, je me dis « j'aimerais bien rencontrer le type qui a fait ça ou la femme qui a fait ça. Quelle grâce elle a eu à faire ça. » Mais il n'est pas là. Il ne veut même pas être là. J'ai connu des auteurs qui, lorsqu'ils écrivent des livres, ne veulent surtout pas apparaître en public. Parce que ce n'est pas leur rôle. Ils ont semé une petite graine de vie, et tous ceux qui peuvent la respirer, c'est la chose la plus importante, la graine de vie. Donc la trace, non. Mais il faut tracer sa vie. Comme disent les jeunes, je trace, je passe. Voilà. Est-ce que vous voulez lire une partie là, parce que on n'a pas parlé de l'écriture, parce que d'habitude, les écrivains parlent plus aussi de l'écriture, des processus, mais peut-être effectivement pour entendre aussi la voix de l'écriture. Et après, on vous laisse choisir. Non, je vous laisse ouvrir comme ça, moi j'aime bien. Vous savez, comme dans la Bible, parfois, on dit ouvre un passage, et on tombe, et on lit. Je suis tombé là-dessus. On repart sur les... Voilà. Élise commençait à parler dès que le cours de philosophie prenait fin, et sans aucun de ces préambules habituels à la plupart des conversations entre le professeur et l'élève. La banalité n'était pas le fort d'Élise. Ces phrases se développaient lentement, sans se surimprimer les unes sur les autres. J'ai aimé votre cours sur l'inconscient, monsieur. J'ai surtout aimé ce moment où vous dites qu'il faut apprendre à écouter, à s'écouter. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 11 ans en bordure de forêt.
Et je passais tout mon temps libre dans les bois à écouter la nature. Puis j'ai développé des acouphènes hérités de mon père qui m'ont coupé du chant des oiseaux, du vent dans les arbres, du brame même des cerfs. Je ne supportais plus aucun bruit, même pas la musique que j'aime. Et je restais donc enfermé chez moi. À la rentrée, vous nous avez parlé du philosophe boiteux, qui est devenu heureux après avoir accepté sa boiterie. Pendant 3 mois, j'ai appris à écouter mes acouphènes et à les apprivoiser. Je suis de nouveau capable d'entendre les bruits de la forêt que j'avais complètement oubliés depuis plus de 6 ans. Parfois, pour éviter de perdre le fil de ce long discours, qui se chargeait d'images, d'allusions qu'un geste ici et là venait souligner, j'écoutais pour de philo une fois encore, une fois après tant de fois. J'écoutais cette jeune fille qui apprenait à se découvrir elle-même. Presque visible, ces mots se tenaient entre nous comme une musique singulière qui naissait de la rencontre du maître et de l'élève, une musique qui nous transportait lentement dans la nuit fulgurante d'où elle avait surgi. J'avais posé la main sur l'épaule de l'élève et lui avais murmuré « Ça va loin, ça, vous savez. Ça va loin. » Pour dire simplement que j'ai fait ce que l'éducation nationale nous interdit aujourd'hui de faire. J'ai posé la main sur l'épaule d'Élise. C'est interdit. La parole, s'il y a des questions. Oui. Juste, vous avez tout à l'heure évoqué la question de la nudité et vous avez dit je vais vous en parler. Alors c'est terrible. J'étais un homme d'une pudeur, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et vous vous retrouvez dans cette forêt, parmi les inconnus, et ce que je ne savais pas ce jour-là, c'est que tous qui étaient là avaient appris, à Yaoundé, vous descendez de l'avion, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Ils m'avaient vu sur TV5, ils m'avaient entendu sur Radio France Internationale, ils ont su que j'étais là. Et j'arrive dans la forêt, après quasiment une demi-journée de route, les gens m'ont reconnu. Et je me retrouve tout nu devant ces gens-là. Et Tala s'amuse encore à me faire être nu. Et j'ai compris plus tard qu'en fait, la nudité n'est qu'une question de culture. C'est parce qu'on nous a dit que la nudité était quelque chose de mauvais que la nudité, à ce point, nous effraie. L'enfant qui naît, si vous regardez, se plaît d'avoir à être nu. Les vêtements dérangent. Et la vraie nudité est aussi celle de l'âme. Ce que vous êtes extérieurement sans être exhibitionniste, le rapport que vous avez avec votre corps est aussi le rapport que vous avez avec votre âme. La censure que vous avez avec votre corps, le mal-être dans le corps, est aussi le résultat de quelque chose qui est mal vécu dans votre âme. Donc on aspire à la vraie nudité. La vraie nudité, c'est « je suis dans mon corps, comme je suis dans ma pensée, dans mon âme », et vous allez voir que c'est encore un long chemin. C'est pour ça que le corps dit ce que l'âme n'ose pas dire. Le corps parle. Un fameux raccourci facile en psychanalyse, j'appelle toujours la psychanalyse de comptoir, qui dit son nom. La maladie, c'est ce que le mal dit à travers votre corps. D'autres questions? Donc il ne me reste plus qu'à... Je voulais dire, déjà je voulais... J'ai tenu l'alcool, donc on peut se passer. Je me suis souvent fait la réflexion d'une expression vosgienne que je trouvais très étonnante, parce que là, pas vraiment, enfin, là vous venez de lui donner un sens, qui disait que écoute-voir, on dit dans les mots. Écoute-voir. Et moi j'ai toujours dit, mais qu'est-ce que
complètement con, hein. Et là, dans le cahier, j'ai compris. Si tu as appris à écouter, tout devient soudain clair. Et c'est vrai que c'est très vosgien. Et puis autre chose que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous avez identifié l'espèce d'oiseau qui vous a survolé quand votre père a disparu? Je n'avais pas à identifier l'espèce d'oiseau. Ce qui m'a plu, c'est toute la symbolique qui était derrière. C'est que cet homme était capable de voir un autre monde caché dans celui-ci. Alors que je vis... Alors d'où son savoir? Parce que mon père était un patriarche, parce que mon père avait vécu lui-même plusieurs initiations, il avait appris à écouter. Vous savez, ce n'est pas sorcier. Lorsqu'on dit c'est un magicien, le magicien est simplement, en Afrique, c'est des féticheurs. C'est simplement des gens qui ont appris à écouter et à regarder, à faire silence en eux. Je peux vous dire que si vous faites silence, souvent en vous, dans la méditation, vous êtes capable, lorsque quelqu'un passe parmi vous, de percevoir ce que la personne dégage. C'est la chimie même le dit. Nous portons une certaine électricité qu'on véhicule, une onde qu'on répand partout. Vous voyez, une aura, dira-t-on dans l'Église. Si vous êtes quelqu'un qui médite, c'est-à-dire la méditation, c'est ça, nettoyer l'être, c'est ça la méditation. Dépolluer l'être. Si vous êtes dans la dépollution, dans le nettoyage de l'être, vous êtes capable de percevoir ces choses-là. Au point qu'il y a un autre monde parmi nous, caché, qu'on ne peut percevoir que si on a un peu oublié la raison, si on a appris à habiter son être, à écouter, à respirer, à toucher. On ne sait plus toucher. Je vous dis, un prof qui touche un élève aujourd'hui, il dit « C'est quoi ça, monsieur ?» Je suis l'un des rares profs au lycée Mangin, si vous y allez, à pouvoir poser la main sur l'épaule d'un élève, et l'élève se fait la joie de se dire « Ah, ça m'a fait du bien, monsieur. J'ai entendu ça. » Mon neveu s'est fait virer de l'éducation nationale il y en a un an, il a 27 ans, parce qu'il est prof de musique, il a posé la main sur le ventre d'une fille pour lui expliquer le fait de la respiration abdominale, bien sûr. Il s'est fait virer. Et moi, ça marche. Je le fais même devant l'inspecteur, et l'inspecteur me dit « Qu'est-ce que ça nous fait du bien que vous soyez prof de philo ?» Et avoir une aura supérieure. Je voulais citer aussi une phrase de Beckett à laquelle vous m'avez fait penser par rapport au savoir qui dit pouvoir ne pas savoir, savoir pouvoir ne pas savoir, voilà par où passe la quête dans l'âme du chercheur incurieux. C'est ce que vous avez dit. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous êtes capable, si vous avez appris à descendre en vous, vous allez comprendre le monde sans effort. Et vous serez capable d'entendre le murmure d'un insecte qui passe sans effort. Vous allez comprendre les messages de l'autre dans le grand silence. Je pense qu'il y en a quelques-unes, puisque je les connais dans la salle, qui sont capables encore de faire ce genre de choses, puisque leur travail se poursuit. Merci. Vous pouvez, Gaston Poleffa va rester à cette table pour dédicacer les livres, si vous avez des livres à faire dédicacer, assez rapidement, parce qu'il va vite partir à 11h pour la remise du prix Américo Vespucci. Voilà, je laisse la place. Merci. Merci Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Attention à ça. Pas l'enlever. Ça aussi. Ça serait un anesthésie. Ah, oui, bon. Passionnant. Ouais. Ouais, moi aussi, je vois. Mais après. Manu, ça filme encore. Ouais, pour